Les chocs. En mai 2025, pour la première fois depuis 1945, le solde naissance moins décès est devenu négatif en France. Dans le même temps, en Chine, la population est déjà décroissante depuis 2022. En Afrique, le continent gagne 34 millions d'habitants par an. Choc pour les nations qui doivent adapter leurs infrastructures, choc pour les entreprises dont les effectifs évoluent qualitativement et quantitativement. Face à cela, quelles stratégies les entreprises peuvent-elles adopter ? Bienvenue dans Choc et Stratégie, une série conçue par Kea et par la FMES, Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Je suis Pierre Denis, fondateur de Toutac et partenaire groupe de Kea. Aujourd'hui, choc démographique, géopolitique et entreprise. Bonjour Gérard François. Bonjour. Vous êtes géographe, économiste et professeur à la Sorbonne, en même temps que vous êtes président de la revue Population et Avenir. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Vous êtes senior partner chez Kea, spécialiste des enjeux de ressources humaines en entreprise, avec un parcours à la fois dans le conseil et en entreprise, notamment dans le groupe Crédit Agricole. Ma première question, elle est pour vous Gérard François. Pourquoi peut-on parler de choc démographique et en quoi ce choc peut-il déstabiliser les nations dans les années à venir ? Alors, en réalité, il y a plusieurs chocs démographiques qui sont en train de se déployer au cours du XXIe siècle. Le premier, c'est une recomposition historique du peuplement du monde. En effet, depuis tous les travaux de la démographie historique, donc depuis 25 siècles, il y avait dans le monde 3 grands foyers de peuplement. L'Asie orientale, le sous-continent indien et l'Europe. Et ailleurs dans le monde, il n'avait que des petits foyers localisés, par exemple dans la vallée du Nil. Or, le changement fondamental qui est en train de se dérouler, c'est que l'Europe est en train de sortir du monde comme l'un des 3 principaux foyers de peuplement. Et que, en revanche, la croissance, vous l'avez dit dans votre introduction, elle est en Afrique, qui était un continent très peu peuplé, à très faible densité de population, et qui, connaissant aujourd'hui sa transition démographique, va devenir un poids majeur au cours du XXIe siècle. Le deuxième élément de choc démographique, le deuxième, c'est bien entendu ce que j'ai appelé l'hiver démographique. C'est-à-dire le fait que dans de nombreux pays, et aujourd'hui dans la majorité des pays, le niveau de fécondité n'est plus suffisant pour assurer le remplacement des générations. Alors ça peut paraître un peu technique comme formule, ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est plus dans la situation où 100 femmes de la génération actuelle vont avoir comme descendance au moins 100 femmes. Mais souvent ça va être simplement 70, 65, etc. Donc dans le cadre de ce processus qui a été un peu masqué, parce qu'en démographie nous avons des effets d'inertie, qui fait que, par exemple, la Chine a continué à avoir une croissance démographique, alors qu'on savait très bien que son dépeuplement allait arriver. Donc, dans ce cadre-là, nous avons 2 processus en œuvre, de façon variée selon les pays, à des dates différentes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la dépopulation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de décès que de naissances. Et je voudrais préciser qu'en ce qui concerne la France, la dépopulation a en réalité commencé en 2024, puisque pour la France métropolitaine, il y a déjà eu plus de décès que de naissances en France métropolitaine, alors que les régimes démographiques de nos départements d'outre-mer sont très différents de la métropole et très différents entre eux. Et puis, bien sûr, la Chine aussi est entrée en dépopulation. Et donc, dans les pays en dépopulation et où l'apport migratoire n'est pas suffisant pour compenser cette dépopulation, c'est le dépeuplement qui s'effectue. Et ce dépeuplement, il a commencé en Chine, et donc il s'est produit un phénomène absolument majeur, c'est que désormais, l'Inde est devenue plus peuplée que la Chine. Et donc ce changement est tout à fait considérable, puisque vous voyez que ça pose, par exemple, la question du Conseil de sécurité de l'ONU, au sein duquel il n'y a pas comme membre permanent avec droit de veto le pays le plus peuplé au monde. Effectivement, ça peut être un choc géopolitique majeur. Je vais en profiter pour parler tout de suite. On a encore 2 points, je crois, à venir, mais je vais donner la parole à Sophie, parce que là, on vient d'évoquer finalement un élément majeur, c'est-à-dire que l'Europe est en train de disparaître. L'Europe, c'est nous. Et donc, on parle peut-être de rareté de ressources chez nous. Comment vous voyez cela d'un point de vue de l'entreprise ?
Effectivement, le mot pour moi clé, c'est la rareté. Et vous voulez de l'exprimer. Si on applique finalement votre panorama au vivier des actifs, les prévisions nous disent moins 15%, moins 20% de population active sur la zone euro, par exemple, à horizon 2050. Toutes choses égales par ailleurs. Et donc, on voit qu'avant, moi j'aime bien dire, l'intendance suivait, les ressources humaines, c'était une ressource comme l'eau, comme l'air, disponible, pas chère, et on est en train de voir que la ressource humaine devient une ressource rare. Qui dit ressources rares dit un besoin de pensée, de réflexion stratégique sur ces sujets. Et le premier, et vous l'avez exprimé aussi, c'est moi j'aime bien parler de make or buy finalement, c'est-à-dire quelles sont les activités que je vais faire par des collaborateurs que j'aurai chez moi versus des activités que je vais acheter ailleurs. Et le grand mouvement de délocalisation que l'on a vu, il est en partie aujourd'hui amplifié par ce mouvement démographique. Les ressources, vous l'avez bien dit, elles sont notamment en Afrique, parce que même l'Inde est sur un déclin démographique un peu moins avancé que celui de la Chine. Et j'aime bien citer un exemple. On a beaucoup délocalisé et externalisé des activités de centres d'appel et même de technologie, notamment au Maroc. Sauf qu'aujourd'hui, le Maroc devient un hub pour les entreprises africaines. Donc, une ressource qui nous semblait accessible, une ressource humaine et compétente qui nous semblait accessible pour les entreprises françaises qui étaient au Maroc, aujourd'hui et dans les années à venir, elle va l'être de moins en moins. Merci. Ce qui pose la question de, peut-être, dans quel pays, finalement, quand je réfléchis sur ma stratégie, comme on réfléchit sur sa stratégie d'implémentation, où est-ce que je vais me développer en entreprise, j'ai la même réflexion aujourd'hui à mener sur où est-ce que je vais sourcer mes talents, mes compétences. Peut-être une question que j'ai envie de vous poser, d'ailleurs. Alors, on va y venir. Je vais me retourner vers le géographe et le démographe, plutôt. Et pour vous dire, vous m'aviez parlé de 2 autres points. Oui, il y a 2 autres chocs démographiques qui sont absolument essentiels, notamment d'ailleurs pour les entreprises. C'est le vieillissement de la population. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous aurons eu des populations dont le pourcentage des personnes âgées aura été aussi élevé et dont le nombre des personnes âgées n'aura été aussi élevé. Or, cela va forcément bouleverser les structures de consommation. Parce que la consommation des individus, elle est dépendante de ce qu'on appelle les effets de génération, mais elle est dépendante aussi des effets d'âge. Donc les besoins de consommation qu'on a à 70 ans ne sont pas les mêmes que ceux que l'on a à 18 ans. Donc c'est un changement majeur, et donc c'est en fait une structure différente des consommateurs qui est en train de se mettre en place. Il va falloir que les produits s'y adaptent. Et ça, on l'oublie énormément, parce que vous avez constaté, par exemple, qu'on considère l'économie numérique pour en fait ceux qui ont 20 ans, qui sont dynamiques, qui n'ont pas de problème de santé, qui n'ont pas d'incapacité, etc. Alors qu'on va avoir plein de personnes âgées qui, compte tenu de leur âge, auront des incapacités au moins partielles, pas forcément dramatiques, et qui auront besoin aussi d'outils numériques, mais adaptés à leur incapacité. Le dernier choc démographique, c'est bien entendu la question des migrations internationales. Donc, à cet égard, aujourd'hui, disons qu'il y a un peu 2 catégories de migration internationale, pour simplifier. La première, c'est celle qui relève de la concurrence entre les pays pour attirer les personnes les plus qualifiées. J'y reviendrai peut-être dans vos autres questions. Et puis la seconde, c'est en fait toutes ces migrations internationales qui sont liées à des événements géopolitiques. Et la grande erreur, toutes ces dernières années, c'est de parler de migration économique. Il n'y a pratiquement pas de migration économique. La plupart des migrations sont géopolitiques. Prenons l'exemple d'un pays qui a acquis son indépendance en 1962, l'Algérie. Si l'Algérie avait, depuis 1962, choisi une gouvernance qui aurait permis le développement de ce pays, la plupart des Algériens préféraient vivre et travailler au pays. Donc s'ils partent, c'est pour des raisons géopolitiques, parce que cette gouvernance n'a pas été suffisante. Et donc la plupart des grands flux migratoires, aujourd'hui, demain comme hier d'ailleurs, ce sont des flux géopolitiques. Et ils sont très difficiles à comprendre, à maîtriser, et ils posent des questions
très importantes pour les entreprises, puisque ce sont des modifications de la géographie des besoins. Alors, le pont est immédiat du côté de l'entreprise. On va revenir sur le point numéro 3, qui est le vieillissement. Comment, en entreprise, ce vieillissement peut-il être pris en compte? Faut-il le prendre en compte? Et qu'est-ce que ça pose comme question pour l'entreprise et pour les dirigeants d'entreprise? Effectivement, qui eux-mêmes vieillissent aussi. J'ai vu récemment, et qui posent les mêmes questions que vous venez de soulever, mais je pense que c'est un aparté qu'on pourra revenir dessus tout à l'heure. Effectivement, non seulement la ressource devient plus rare, mais pour nos entreprises européennes, on a une ressource humaine qui vieillit. Donc ça veut dire en termes d'adaptation au poste de travail, de santé, de continuité d'activité, on va être soumis à des enjeux nouveaux, plus d'absentéisme. Aussi l'aidance, dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 1 actif sur 5 qui est en situation d'aider un parent, un proche. Donc ça a un impact sur son organisation du travail. On dit qu'en 2030, on sera à 1/4 des actifs qui seront dans cette situation-là. Donc, en termes d'organisation du travail, effectivement, c'est un point très important. Ce que j'avais envie de dire, donc tout à fait rareté, vieillissement, je dirais que c'est les deux composantes de ce qui est en train de se passer, en tous les cas, dans nos pays matures. Je parle de l'Europe, mais c'est vrai en Chine, c'est vrai au Japon depuis encore plus longtemps. Je dirais le pays qui fait un peu exception aujourd'hui, ce sont les États-Unis, mais je pense qu'il y a une inflexion qui est en train de se produire aussi. Donc finalement, comment travailler avec un vivier réduit? Alors on a des solutions. Et vous en avez mentionné quelques-unes. En fait, comment on peut réaugmenter ce vivier? Il y a le flux migratoire. En fait, il y a eu beaucoup de débats qui crispent tout le monde et tous les pays en ce moment. La réalité, si on regarde ce qu'a fait l'Italie, ce qu'a fait l'Espagne, ce qu'a fait l'Allemagne même il y a un peu plus longtemps avec les réfugiés syriens, c'est quand même accueillir. Bon, l'Allemagne, c'est plus d'1 million, mais l'Italie, c'est 200-300 000, et les Espagnols ont donné un accord pour régulariser des migrants à hauteur de 300 000 sur une première marche. Donc on a ce premier volet, et j'y reviendrai. Le deuxième volet, qui est très particulier à la France, c'est qu'on a des viviers d'actifs qui ne sont pas sollicités. En France, les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, c'est à peu près 13%. C'est 8 points de plus, 7-8 points de plus que l'Allemagne. C'est plusieurs points de plus que l'Angleterre. Globalement, le travail des jeunes, on a 10 points de moins en termes de taux d'emploi des jeunes en France que nos partenaires européens. Donc là, on a une grosse réserve. On s'est beaucoup focalisé sur les plus seniors. La réalité, c'est que la France commence à rattraper son taux d'emploi sur la tranche 55-59 ans, commence à rattraper, alors que c'était un mauvais élève de l'Europe, maintenant elle est bonne élève. Il n'empêche qu'il reste encore 4-5 ans. Je ne sais pas où nous mènera la réforme des retraites, mais pour l'instant, on a encore un peu plus. Donc là, j'ai un vivier qui n'est pas utilisé. Et puis après, j'ai tout un travail autour de l'organisation du travail. Le travail à distance permet aussi d'avoir un réseau mondial, c'est-à-dire que le travail à distance, c'est pas seulement à l'échelle du pays, mais c'est aussi au-delà des frontières. Et donc là, il y a une réorganisation qui permet d'aller chercher des viviers de talents qui n'étaient pas accessibles. Le dernier, c'est évidemment la technologie. Donc on a des chiffres dans tous les sens là, qui s'affolent autour de l'intelligence artificielle sur la substitution homme-machine. Bon, la réalité, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de changer l'emploi. Est-ce que ça va avoir une destruction massive de l'emploi? C'est pas très clair, mais ça pourrait peut-être nous aider à réduire cet écart entre les besoins de ressources accessibles. Gérard François, vous vouliez intervenir. Je veux intervenir sur la question de la régularisation des immigrés en situation irrégulière, parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Ce qu'a fait l'Espagne et ce que va faire l'Espagne ou ce qu'a fait l'Italie, c'est régulariser des personnes qui travaillent. Donc c'est l'employeur qui emploie au noir quelqu'un
qui déclare officiellement qu'il emploie cette personne. Et cette personne, elle est inscrite, notamment en Espagne, dans ce qu'on appelle le padrón, c'est-à-dire à l'état civil d'une mairie. Et donc, le résultat, c'est que l'Espagne, par exemple, ces dernières années, a transformé des centaines de milliers d'immigrés clandestins en travailleurs déclarés, ce qui a entraîné une rentrée tout à fait considérable de financement, tant pour la protection sociale que pour les impôts. Les ministres du gouvernement espagnol l'ont reconnu. Mais en France, c'est pas du tout ce qu'on fait. On régularise sur des critères juridiques et pas sur le critère du travail, même si on le fait un peu sur les critères du travail, à travers ce qu'on appelle certaines régularisations au fil de l'eau. Donc, en fait, quand j'entends les journalistes nous dire qu'il faut s'inspirer de ce qui est fait en Espagne, oui, mais alors faut faire les mêmes procédés de régularisation. Et ça, on en est loin. On en est très loin, et ça suppose d'ailleurs d'instaurer en France, comme dans la majorité des pays d'Europe, des registres de population. Parce que pourquoi, en Espagne, l'immigré irrégulier va-t-il s'inscrire à la mairie ? Il va s'inscrire à la mairie pour 2 raisons. La première raison, c'est sinon, il n'a pas accès à l'assurance maladie. Donc, et la seconde raison, c'est s'il a des enfants, il ne peut pas inscrire ses enfants à l'école. Et en plus, la mairie, elle est très contente qu'il s'inscrive parce qu'elle reçoit des dotations de l'État en fonction de sa population totale, y compris de sa population en situation irrégulière. Bon, donc vous voyez qu'il faut bien clarifier les choses de ce côté-là. Mais je trouve ça très, très intéressant. Là, on parle d'une population immigrée qui a du travail en Espagne. Avant d'aller sur les autres points que vous avez évoqués, je voulais parler finalement du sourcing un peu mondial. Quand vous prenez du recul, vu de la France finalement, où est-ce qu'on peut aller chercher des compétences ? Où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on doit, et où elles sont finalement ces compétences par rapport à ce qu'on peut discerner du vieillissement et de tout ce que vous avez évoqué ? Alors aujourd'hui, la France n'est pas attractive pour les compétences. La preuve, elle est simplement dans les statistiques, et puis elle est dans ce qui se passe à Calais. Parce que, en fait, dans tous ces immigrés qui sont à Calais et qui veulent aller au Royaume-Uni pour travailler, il y en a sans doute qui auraient des compétences pour travailler en France. Mais ils ne veulent pas travailler en France. Et pourquoi ? Parce qu'on a une réglementation du travail qui est beaucoup trop complexe, et on a aussi parfois des mentalités d'entreprise qui ne facilitent pas la promotion professionnelle. Alors qu'au Royaume-Uni, celui qui effectivement a un travail, si l'employeur est content de lui, il peut avoir assez rapidement une promotion professionnelle. Donc, clairement, la France n'est pas attirante. Si elle l'était, personne ne chercherait à traverser la Manche à Calais. Mais il y a un pays quand même qui reste un modèle, c'est quand même les États-Unis, qui, eux, savent attirer des compétences du monde entier, notamment avec le système de la carte verte. Alors, je sais bien que Trump veut le revoir, mais en fait, il va le redéfinir autrement. D'ailleurs, il a dit officiellement qu'il était prêt à accueillir les personnes qualifiées. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Alors, c'est vrai qu'il nous est arrivé de le faire. Il nous est arrivé de le faire, notamment au moment du Covid. Parce qu'il faut réaliser que dans ces pays africains, que l'on voit un peu comme des pays du tiers-monde encore aujourd'hui en France, il y a souvent des écoles de qualité, des écoles d'ingénieurs, des écoles de médecine. Par exemple, quand est arrivée la pandémie Covid-19 en France, le gouvernement a évidemment réalisé qu'on manquait de médecins. Du jour au lendemain, la France a délivré 800 visas pour des médecins tunisiens, pour qu'ils viennent en France nous aider face à cette pandémie. Mais là, on est dans une situation de crise. Voilà. Donc, on sait trouver des solutions en situation de crise. Concernant aussi, si vous voulez, d'autres éléments, vous avez des pays qui se sont spécialisés dans des formations particulières pour que ces qualifications servent à des pays. Donc, c'est le cas des Philippines. C'est le cas des Philippines qui forment des infirmières, etc. Aujourd'hui, en fait, pour attirer ces personnes, le problème, c'est qu'il faudrait que la France devienne attractive. Or, aujourd'hui, clairement, compte tenu des taux de cotisation, de notre système fiscal, etc., la France n'est pas attractive. Donc ça demande des réformes structurelles fondamentales pour devenir attractive. Et comme on est dans une concurrence mondiale pour attirer les meilleures ressources humaines, que ce soit les ingénieurs formés à droite et à gauche, prenez des médecins. Moi, je vois par exemple en Colombie, vous avez d'excellentes écoles de médecine, ce qui n'est pas connu en France, mais qu'on est incapable d'attirer en France. Donc, si vous voulez, il faut en amont
mettre en place, changer, je dirais, structurellement la France pour qu'elle devienne attractive. Et qu'est-ce qu'on pourrait actionner comme ressort, finalement, pour amener une solution à ce choc démographique dans notre pays? Il y a des ressorts, on vient de parler de l'immigration. Quels sont les autres ressorts? Les ressorts, vous venez d'en parler. Bon, la particularité de la France, tout le monde la connaît en matière d'emploi, c'est que pour les 40-45 ans, on a un taux d'emploi qui est tout à fait satisfaisant, mais par contre, pour les jeunes, on a un taux d'emploi très faible, et pour les seniors, ça s'est amélioré, mais ça reste encore faible. On peut essayer d'illustrer ceci en considérant que si la France avait le taux d'emploi de l'Allemagne ou le taux d'emploi du Royaume-Uni, on aurait à peu près 3 millions de personnes en plus qui aujourd'hui seraient au travail. Et donc, qui cotiseraient à la protection sociale, qui paieraient des impôts, etc. Donc, il y a vraiment un effort à faire dans ce domaine. Alors, du côté de l'entreprise, finalement, comment on peut réagir face à ce choc démographique? Vous avez évoqué un certain nombre de solutions, mais comment aujourd'hui les chefs d'entreprise peuvent réagir? Je voudrais juste revenir sur le travail. Avant, dans les années 80-90, on disait qu'une compétence technique, c'est à peu près une durée de vie de 20 ans. Aujourd'hui, c'est à peine quelques années. Donc en fait, on est sans cesse en train de former parce que effectivement, le travail s'accélère et donc la montée en compétences est quasi permanente, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux ou qu'on ait 40 ans. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de diversité dans les équipes et malgré tout, avec la baisse de la natalité et le vieillissement, c'est les chiffres que je donnais en début, c'est-à-dire qu'on va avoir une rareté des ressources. Donc potentiellement, on va avoir plus de personnes qui viennent quand même de l'étranger. En plus, la crise climatique va quand même faire bouger pas mal de monde aussi. Le vieillissement va appeler aussi normalement un boom de l'économie du care. Et donc là, c'est de l'économie servicielle où on est sur des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc en fait, on va faire venir pas mal... Enfin, c'est mon hypothèse. Donc, on parle beaucoup du fait religieux ces derniers temps parce qu'il y a eu des tensions sur finalement des rapports à la religion qui s'exacerbent et notamment au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est à gérer aussi par le management, par les RH, par les équipes, les entreprises. Et justement, Sophie, si on allait vers les premiers pas qu'un dirigeant devrait faire par rapport à ça, quels seraient-ils? Quels seraient les premiers pas à faire pour répondre à ce choc? Il y a 3 choses importantes à faire. Les entreprises, on parle tout le temps de business case, on fait des business cases dès qu'on fait des stratégies, etc. Moi, je pousse le people case. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que les compétences et les personnes sont des denrées rares, une ressource rare, plus complexe à gérer, à organiser, dont le coût augmente parce que tout ce qui est rare est cher. Hein, donc, et évidemment, il y a déjà de la concurrence sur certains types de compétences. Et puis, pour faire monter en compétences, ça coûte cher. Donc, le people case, il s'agit de comprendre, de faire un plan stratégique où on fait des scénarios pour comprendre si on ne change rien, finalement, quel va être l'état de mes ressources et de mes compétences dans 5 ans. Et en fonction de l'évolution de mon modèle économique et de ma stratégie d'entreprise, eh bien, finalement, pouvoir répondre aux questions de quels sont mes besoins de recrutement, de monter en compétences, est-ce que j'ai des stratégies partenariales à mettre en place, dans quel pays je dois faire du sourcing, voire même localiser des activités parce que je sais qu'il y a des ressources disponibles et compétentes. Donc j'ai vraiment cette partie stratégique qui permet, deuxième sujet, c'est de faire une analyse de la valeur, en fait. Combien ça me coûte, finalement, aujourd'hui, de laisser la santé le vieillissement atteindre, finalement, mon corps social. Ça a un coût en termes d'absentéisme. Ça a un coût en termes d'engagement, ça a un coût en termes de productivité si je ne forme pas assez, ça a un coût en termes de post-vacants. Quand j'étais dans la banque, on avait fait le calcul, tant de postes de conseillers vacants.
ça a un impact sur le produit net bancaire parce que je suis obligée de fermer des agences et donc je ne sers pas mes clients. Engie, pour ne pas les nommer, avait fait le même travail sur les filières élec énergéticiennes. Il manquait énormément de techniciens. Donc il y avait une évaluation en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, je dirais que c'est des analyses assez macro qui sont intéressantes à faire parce que ça permet de dire quel est le manque à gagner si je ne fais rien. Et du coup, cet argent-là, je peux peut-être l'utiliser plus utilement pour recruter, former, développer, promouvoir, réinjecter dans les salaires. On parle beaucoup du salaire décent, en fait. Aujourd'hui, on a quand même des entreprises où on a, notamment dans les métiers du care, des salaires parce que c'est le corollaire du vieillissement, on a un coût de la vie qui a augmenté, notamment du fait du logement. Donc, en fait, on a un petit sujet sur le salaire. Et le dernier point, c'était celui du management de proximité, parce que je pense que le travail devient plus complexe. Et paradoxalement, ces dernières années, on a un peu lâché l'affaire sur le management. On dit finalement, tout le monde se débrouille. J'ai un taux d'encadrement qui est beaucoup plus faible, alors que, vu la complexité du travail, vu les enjeux, on a besoin de remettre du management de proximité, écoute, coaching, vivre ensemble, cohésion, tout ce qui font les recettes d'une entreprise qui gagne. Merci, Sophie. Une dernière question pour vous, qui est plus du monde universitaire. Quand on écoute les enjeux dans l'entreprise, si vous aviez un conseil à donner, quelque chose qui vous semble absolument au cœur de la synthèse que vous avez de tout ce que vous avez construit, ça serait quoi ? En fait, il faut avoir la connaissance des évolutions qui se font. Et donc, pour cela, il faut au-delà faire de la prospective et pas de la prospective comme le font les États. C'est-à-dire, les États, ils font de la prospective à condition d'avoir que des scénarios roses. Donc, il me paraît tout à fait essentiel de faire de la prospective et notamment la prospective des ressources humaines. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, nous avons parlé du vieillissement de la population dans son ensemble, mais l'autre problème, c'est bien entendu le vieillissement de la population active. Ce qui fait que les jeunes peuvent craindre que les places plus haut sont pas assez suffisamment nombreuses puisque la pyramide de la population au travail n'a plus une forme pyramidale. Donc, à mon sens, si vous voulez, il y a un effort de connaissance tout à fait fondamental parce que les services de l'État qui sont chargés d'assurer cette connaissance aujourd'hui ont de nombreux biais qui ne nous permettent pas de comprendre réellement les processus en cours. Gérard François, merci beaucoup. Je cite votre livre, votre dernier livre, parce qu'ils sont nombreux, La géographie des populations, chez Armand Collin. Merci d'être venu. Merci, Sophie Sarafis, merci beaucoup. Merci Pierre.